Grâce à cet petit appareil, j'arrive maintenant à charger la Zoé à 16 ampères. Alors je vous ferai une vidéo dédiée sur l'installation de ce chargeur avec sa programmation. Mais pour l'heure, on va discuter d'autre chose. Donc j'arrive à charger la Zoé à 16 ampères. 16 ampères, ça veut dire, sur 220 volts, ça veut dire à peu près 3500 volts, 3500 watts, pardon, de puissance consommée. Et 3500 watts, c'est vraiment la limite de ce que supporte mon installation en 9 kVA triphasé. Donc c'est la limite sur une phase. Alors, j'ai fait mes essais, j'ai branché la Zoé dans la journée, j'ai fait des tests, ça marchait très bien, impeccable. Et donc je l'ai programmé pour démarrer à 22 h début des heures creuses. Donc 22 h, impeccable, le programmateur déclenche le chargeur. Et là, quelques minutes après, l'installation saute. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que à 22 h début des heures creuses, il y a également le chauffe-eau qui démarre. Et le chauffe-eau étant triphasé, c'est-à-dire que lui, il consomme à peu près 2400 watts. Et donc, il va prélever 800 watts, peut-être même un peu plus parfois, sur chacune des phases. Et donc là, nos 3500 watts consommés par la Zoé plus les 800 watts du chauffe-eau, bah évidemment, ça fait sauter l'installation. Donc, il faut trouver une solution, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour régler ce problème de chauffe-eau, je vois a priori 4 solutions. La première, certainement la plus simple, c'est de dire simplement, je passe un abonnement de 9 kVA, je passe à 12 kVA. 12 kVA, on est à 20 ampères max sur chacune des phases, ce qui fait à peu près 4600 watts de puissance disponible. Et si on prend notre calcul, la Zoé consomme 3500 watts, plus, allez, soyons larges, 1000 watts de chauffe-eau sur chacune des phases, on est à 4500 watts. Donc, comparé à 4006, on est bon. Maintenant, sur le principe, alors certes, l'abonnement 12 kVA est un peu plus cher. Je crois qu'on est à 40 € de plus par an. Mais bon, c'est pas non plus monstrueux. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que déjà, le 9 kVA nous suffit largement. Ça me gêne un petit peu de passer à du 12 kVA simplement pour ça. Voilà. Deuxième solution qu'on peut envisager, c'est de dire on va s'arranger pour que le chauffe-eau ne fonctionne pas exactement, ne fonctionne pas au même moment que le chargement de la Zoé. On dispose en heure creuse tempo, on a la période s'étend de 22 h le soir jusqu'à 6 h du matin. Et donc on pourrait se dire, on va caler le chauffage de l'eau et la recharge de la Zoé sur cette période. Alors je pense que c'est faisable avec un peu de programmation. Ça doit quand même pas être très très simple. Et puis si on se plante, il y a un risque qu'on ait de l'eau froide, ou pas très chaude le matin, ou que la Zoé soit pas totalement chargée. Donc ça me paraît partir dans des complications qui ne sont pas forcément nécessaire. La troisième solution qu'on peut envisager, c'est de dire comme le chauffe-eau, il y a 3 résistances à l'intérieur qui sont alimentées par 3 phases, enfin en tout cas c'est le cas sur mon chauffe-eau et je pense que c'est le cas sur beaucoup de chauffe-eau, eh bien il suffit que j'enlève une des phases du chauffe-eau. Donc il n'y aura plus que 2 résistances qui fonctionnent au lieu de 3. Alors certes, on va mettre un peu plus de temps à chauffer l'eau, mais on dispose de 22 h à 6 h du matin pour faire ça, et ça doit être largement suffisant. Alors, c'est un montage sur les chauffe-eau, enfin en tout cas sur le mien, c'est un montage en étoile, et d'après ce que je comprends, si on enlève une phase dans un montage en étoile, on casse rien. A priori, maintenant je parle sous la validation des électriciens qui regardent cette vidéo.
Donc a priori ça serait jouable, mais faut reconnaître que c'est techniquement quand même pas très propre. On a deux résistances qui fonctionnent tout le temps et une qui est toujours à l'arrêt. Alors évidemment, on peut imaginer que tous les ans, je change le branchement pour faire fonctionner la résistance, pour faire un roulement de résistance. Ça reste quand même pas très propre. Et puis la quatrième solution, qui fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de passer le chauffe-eau d'un fonctionnement triphasé à un fonctionnement monophasé. Alors passer le chauffe-eau de fonctionnement triphasé à fonctionnement monophasé, c'est intéressant dans le sens où ça va me permettre de résoudre mon problème immédiatement. Mais comme j'imagine c'est pas le cas, puisque vous regardez cette vidéo, c'est que vous prévoyez de passer votre installation triphasée à monophasé. Et c'est vrai que sur une installation domestique, le triphasé, à moins d'avoir de machines de grosse puissance ou des grandes distances à parcourir, le triphasé ne se justifie pas vraiment. On a toujours ce problème à récupérer l'énergie sur les trois phases. Il faut faire l'équilibrage des phases. Les équipements dans les tableaux électriques sont plus chers. Bon, bref, le triphasé en domestique, ça ne se justifie pas vraiment. Et donc, moi, je prévois à terme de passer en monophasé. Alors, pour cette vidéo, je vous propose de commencer par regarder dans le principe comment on passe de triphasé à monophasé. Après, on va le faire concrètement sur le chauffe-eau. Et puis, puis on fera des tests pour voir si ça marche quand même. Et dans la dernière partie, moi, je modifierai la programmation du chauffe-eau qui fonctionne pour l'instant en heure pleine, heure creuse, enfin qui démarre en heure creuse, comme certainement beaucoup d'entre vous. Moi, je veux une programmation un peu différente, donc je vous montrerai comment je fais ça. Voilà, comme d'habitude dans mes vidéos, je fais des chapitres. Vous voyez ces chapitres dans le bas du lecteur. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à aller directement au chapitre concerné, ça vous évitera de perdre du temps. Alors si ça vous convient, on y va. Les chauffe-eau triphasés sont généralement équipés de 3 résistances alimentées par les 3 phases. Je dis généralement par prudence, car il existe peut-être des chauffe-eau avec un design différent. Je rappelle que je suis ni plombier ni électricien, donc je découvre tout cela avec vous. Alors la première étape est de déterminer si votre chauffe-eau triphasé est transformable en monophasé. Pour cela, retirez le cache qui protège la connectique et regardez déjà si vous trouvez un schéma de transformation. Si c'est le cas, c'est bon signe. Pour ce qui me concerne, j'ai trouvé cette étiquette collée à l'intérieur de la protection. Sinon, un autre indice est de regarder le câblage des résistances. Si vous trouvez 6 pôles avec un montage en étoile ou en triangle, c'est bon signe également. On peut dès lors essayer de comprendre comment ça marche. Allez, on fait quelques schémas pour comprendre ce qu'on a à faire. Donc on a un chauffe-eau avec 3 résistances et 6 connecteurs. Et de l'autre côté, on a, en triphasé, 6 phases qui arrivent. Donc la question, c'est comment on pourrait brancher ces 3 phases sur les 6 connecteurs. Alors une façon de faire, c'est de brancher une phase sur l'entrée d'une résistance et une deuxième phase sur la sortie de la résistance. Et puis on met des barrettes pour répartir les phases sur les 3 résistances. Alors ça, c'est un montage en triangle. On sait que la tension entre deux phases en triphasé, c'est de 400 volts. Donc il faut que nos résistances supportent 400 volts. Bon, on peut également se souvenir d'une caractéristique intéressante du triphasé, qui est que si on raccorde les 3 phases, on obtient un courant de tension nul, c'est-à-dire un neutre. C'est plus ou moins ce que fait EDF avec les transformateurs pour fournir un neutre à la maison. Bon, évidemment, on ne va pas s'amuser à raccorder directement les phases, sinon on va avoir un beau court-circuit. Mais si on met 3 résistances égales, ça marche. Et ça tombe bien, on a 3 résistances identiques. Donc on va brancher chacune des phases à l'entrée des résistances, et on va relier les 3 sorties de résistance ensemble pour créer un neutre. C'est ce qu'on appelle un montage étoile, et dans ce cas-là, on a une tension aux bornes des résistances de 230 volts. Une fois qu'on en est là, on peut se dire que finalement on n'a pas besoin de 3 phases. Une seule phase et un neutre suffit à appliquer une tension de 230 volts aux bornes de résistance. La seule différence, c'est que la phase va supporter 3 fois plus d'intensité
Et donc il faut dimensionner la section de fil en conséquence. Alors on voit bien maintenant que tout ce qu'on a à faire, c'est raccorder l'ensemble de toutes les entrées de résistance à la phase et toutes les sorties de résistance au neutre. Ou inversement, comme les résistances n'ont pas de polarité, ça ne change pas grand-chose. Alors si votre montage initial était en triangle, eh bien ça veut dire que vos résistances supportent 400 volts, et si vous les passez en monophasé à 230 volts, a priori il n'y a pas de problème. C'est juste que votre chauffe-eau va fonctionner plus longtemps pour atteindre la température de consigne. Maintenant je peux dire des âneries, une fois de plus je ne suis pas électricien, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Allez, encore 2 petits points avant de passer à la pratique. Premièrement, avant de vous lancer là-dedans, assurez-vous de disposer à proximité du chauffe-eau d'une phase et d'un neutre avec une section suffisante. Typiquement pour un chauffe-eau, on utilise du 2,5 mm². Deuxièmement, comme indiqué sur l'étiquette de mon chauffe-eau, mon thermostat fonctionne aussi bien en triphasé qu'en monophasé. Je ne peux pas garantir que c'est le cas pour tous les chauffe-eau, donc vérifiez auprès de votre fabricant. Bon, voilà la situation. J'ai un câble qui alimente le chauffe-eau là, avec 3 phases. 3 phases et une terre. Enfin, 3 phases, bien qu'un câble soit bleu, donc normalement réservé au neutre, mais bon, admettons. Donc les 3 phases entrent dans le, je sais pas quoi, la potentiomètre, et sortent ici. Donc les 3 phases vont alimenter les 3 résistances. Et c'est un branchement en étoile, donc en sortie de résistance, enfin les 3 sorties de résistance sont connectées les unes avec les autres, avec cette pièce que vous voyez là, cette pièce en étoile. Alors le problème que je vais avoir avec ça, c'est que sur ce câble d'arrivée, j'ai pas de neutre. Et j'ai essayé de retrouver ce câble au niveau du tableau électrique, impossible de le trouver. Visiblement, il n'est pas associé avec un fusible. Et en plus, il passe dans le dispositif qui permet de démarrer le chauffe-eau dans les heures creuses. Donc, dispositif qui est raccordé à un signal d'EDF qui dit paf, heure creuse. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est amener un autre câble qui dispose d'une autre. Et je referai quelque chose de plus sérieux et plus définitif lorsque je referai complètement le tableau électrique. Le problème que je vais avoir, c'est que cet autre câble n'est pas connecté au mécanisme qui fait les heures creuses et les heures pleines. Donc je pense que je vais utiliser une de mes petites prises tapeau là pour programmer le démarrage et l'arrêt du chauffe-eau. Le chauffe-eau fait 2400 watts, donc ça veut dire que 10 ampères suffisent à l'alimenter. Et ma prise supporte jusqu'à 16 ampères, donc je devrais être bon. Bon alors comment opérer? Donc les sorties, elles, sont déjà reliées par cette pièce en étoile, donc pas de problème. Il faut relier les 3 entrées entre elles également. Donc dans le commerce, on trouve des pièces en étoile comme ça, là. Donc c'est ce qui est le plus facile, mais il faut commander, il faut attendre que ça arrive, etc. Et j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Donc je pense que le plus simple pour moi, c'est de faire des petites barrettes en aluminium qui vont connecter les 3 entrées. Alors l'aluminium est un excellent conducteur, hein. Je crois qu'il y a même des fils haute tension qui sont faits en aluminium. Bon, je vais récupérer l'étoile, là, ça me fera un modèle pour mes barrettes. Alors évidemment, assurez-vous que le courant est coupé dans votre chauffe-eau. Alors voilà l'étoile. Alors il y a plein de manières de faire ça. A priori, moi je vais utiliser un plat d'aluminium et faire 3 petites branches comme ça que je réunirai par un boulon qui me servira également pour fixer le fil électrique. Bon, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est pas très beau. On va essayer d'améliorer ça.
Bon voilà, après bien des ajustements, j'ai fait une petite barrette. Bon, très honnêtement, c'est pas très amusant à faire. Donc je vous conseille fortement d'acheter cette petite étoile là, ça vous fera gagner du temps. Alors, faisons un essai de positionnement. Donc ma petite étoile va venir là. Ma deuxième étoile va venir comme ça. Bah alors le problème c'est qu'évidemment il ne faut pas de contact entre les deux. Bon, normalement il y aura un espace puisqu'ils seront tenus par les écrous. Mais est-ce que je ne vais pas assurer le coup en mettant une petite feuille de plastique entre les deux? C'est peut-être pas idiot ça, non? Bon, comme l'espace est compté, j'ai changé la conception de mon étoile là. Je vais mettre une vis à tête plate. Bon, je vais changer la conception de ma carte parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'elle protège, c'est les parties métalliques. Ici, on n'a pas besoin de s'embêter. Donc je vais découper ces parties-là. Ça rendra le montage plus facile. Alors, je vais mettre ma carte modifiée. Comme ça. Comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Rondelle. Câble, enfin fil. Étoile. Donc je n'ai pas besoin de ça. Je vais mettre un écrou-frein. C'est tout ce que j'ai dans cette dimension. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on est pas mal là. Bon, voyons voir si j'ai pas créé un court-circuit. 21 ohms. C'est pas délirant parce que si on dit que la tension c'est 230, que l'ampérage c'est 10 ampères, 230 divisé par 10, 23. Donc on est à peu près dans les ordres de grandeur de la résistance qu'on attend. Bon, donc là ils nous disent pôle 1 sur position 3, pôle 2 sur position 2. On va faire ça. Pôle 1, là, sur position 3. Voilà, pôle 2 sur position 2. Bon, voilà la première partie du travail fait. Maintenant, il reste à venir alimenter.
Alors, en solution temporaire, je dis bien temporaire, avant que tout le monde m'incendie, je vais utiliser cette arrivée 230 que j'ai là. Dessus, je vais brancher une prise comme ça, qui supporte 16 ampères. Alors demain, j'irai acheter une prise plus costaud, parce que même si elle est indiquée qu'elle supporte 16 ampères, elle n'a pas l'air bien vaillante. Entre les deux, et c'est pour ça que je dois prendre une prise, je vais mettre ma prise connectée qui me permet de contrôler, de programmer le démarrage et l'arrêt du chauffe-eau. Donc lui, pas de problème. Il est indiqué 16 ampères, 3680 watts maxi. Donc on a largement de quoi faire. Et pour câbler tout ça, je vais utiliser, comme on doit le faire pour un chauffe-eau, du 2,5 mm². Une fois que le fonctionnement sera validé, je ferai une ligne dédiée au chauffe-eau avec tout le circuit en 2,5 mm² et ce petit appareil qui est à peu près la même chose que ça, sauf que vous voyez évidemment ça rentre dans un coffret électrique. Donc de cette manière, je pourrais également commander le démarrage et l'arrêt de mon chauffe-eau. Terre, alors, phase à droite, et une autre à gauche. À gauche, quand on regarde la prise, avec la terre en haut. Alors, positionnons la terre. Bon, le schéma ne précise pas où il faut mettre le neutre, où il faut mettre la phase. La neutre, ça va là, sur le 1. Ouais, je vais plutôt faire l'inverse. Juste par principe, parce que je pense que les résistances n'ont absolument rien à faire de la polarité. Bon, ça doit pas être mal là. Bon, on est prêt pour faire notre raccordement. Donc là, j'ai l'arrivée monophasée. Et là, j'ai la prise qui est raccordée au chauffe-eau. Donc je pourrais brancher ça directement. Et ça marcherait, mais évidemment, j'ai pas le contrôle de quand le chauffe-eau démarre, si je fais ça. Donc, pour avoir ce contrôle, je vais intercaler entre les deux une prise connectée Tapo. C'est quelque chose qui est fait par TP-Link. C'est un excellent produit dont je suis tout à fait content. J'en utilise partout dans la maison pour gérer des tas de choses, matelas chauffant, réfrigérateur, etc. Alors l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous faire une présentation détaillée de ce produit. Néanmoins, si ça vous intéresse, que je vous montre l'installation et l'usage de ça, mettez-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo à ce sujet. Alors par contre, ce que je peux faire dès maintenant, si vous mettez un lien dans la description sur ce produit, avec une petite subtilité, car il existe deux versions de cette prise. Une version aux normes européennes, vous voyez, avec la terre qui est mise sous forme de broche. Et il y a une autre version, cette fois-ci en version française, avec la broche, avec la prise de terre qui sort sous forme d'une broche. Là. Alors, dans la majorité des cas, vos prises seront aux normes européennes, donc vous voyez, avec les connecteurs de terre sur les côtés comme ça. Donc, il n'y a aucun problème pour assurer la continuité de la terre. Par contre, dans certains cas, vous allez peut-être avoir des prises anciennes comme ça qui ne sont pas aux normes européennes et où il n'y a pas de connecteur de terre sur les côtés.
Donc là, si je branchais les deux directement comme ça, ben, j'aurais pas continuité de la terre et c'est embêtant. Donc je vais devoir intercaler un adaptateur. Et là, tout ce que j'ai trouvé, c'est cette multiprise. Où là, je peux brancher de cette manière-là. Donc là, j'ai bien mes prises de terre, mes connecteurs de terre sur les côtés, qui vont se retrouver sur ces broches-là. Et donc là, je peux brancher ici. Alors attention, attention, j'entends déjà certains d'entre vous hurler, à juste titre, ce n'est pas la bonne manière de brancher un chauffe-eau. Là, c'est un montage temporaire, juste pour tester que ça fonctionne. Je reste à côté pendant le test. Il est évidemment hors de question d'utiliser ce genre d'installation de façon permanente. Bon, là, je vais faire un peu de rangement pour que les câbles ne traînent pas par terre et que surtout la multiprise ne se retrouve pas sous la sécurité et prenne l'eau. Bon, bah, le grand moment est arrivé. On va allumer le chauffe-eau. Donc vous voyez que la multiprise est alimentée. Il nous affiche 2638 watts de consommation, donc ce qui est un petit peu au-dessus des 2400 que j'attendais, mais bon, c'est quand même bien l'ordre de grandeur. Pour l'instant, il n'y a rien qui explose, qui brûle ou qui chauffe. Enfin, qui chauffe. Si, il y a le chauffe-eau qui chauffe, mais apparemment les fils électriques ne chauffent pas. C'est une bonne chose. Et on va aller voir sur le Linky si tout se passe bien également. Donc là, on a une consommation de 2800 watts. Donc c'est ce qu'on retrouve sur l'appli à peu près. Et là, on peut vérifier que cette consommation est bien sur la phase 1 et que sur les deux autres phases, on n'a rien. Donc ça marche super notre truc. Génial. Bon, après une nuit de fonctionnement, on voit des choses intéressantes sur cette petite appli. On va aller voir puissance. Donc première chose qu'on voit, c'est que effectivement en moyenne, il est à peu près aux 2400 watts annoncés sur l'étiquette. Donc là on est bon. Ce qui est plus intéressant, c'est que on le voit démarrer à 22 heures comme il est programmé pour le faire, donc ça c'est normal, début des heures creuses. Et il s'arrête à minuit 45. Donc il s'arrête lorsque l'eau a atteint la température disons 55 degrés. Ce qui veut dire que entre minuit 45 et 7-8 heures, l'heure où les douches sont prises, eh ben, l'eau ne fait que perdre de la chaleur. Et, le ballon est isolé, mais enfin l'isolation n'est pas parfaite évidemment. Donc ça me fait dire que, imaginons que je veuille que mon chauffe-eau termine sa chauffe juste avant la fin des heures creuses, donc 6 heures du matin. Si je prévois 3 heures de fonctionnement, ça veut dire qu'il faut que je peux le faire démarrer à 3 heures du matin. Donc il démarre à 3 heures du matin, il chauffe jusqu'à 6 heures du matin, et il perd beaucoup moins de chaleur jusqu'au moment des douches. Ce qui veut dire que je peux réduire le thermostat du chauffe-eau. Alors vous allez me dire, oui, c'est des petites économies, mais par les temps qui courent, tout est bon à prendre. Eh bien, c'est sur cette réflexion d'homme du peuple que nous nous quittons cette semaine. La semaine prochaine, on remplace notre installation provisoire par quelque chose de plus sérieux. Et surtout, on profite de ce que le monophasé est plus facile à piloter que le triphasé pour mettre en place le module qui va commander le démarrage et l'arrêt du chauffe-eau avec un simple téléphone. Et ainsi ne plus dépendre du signal heure pleine, heure creuse d'Enedis. Bien sûr, pour ne pas rater ce nouvel opus, je vous invite à vous abonner au plus vite. On se retrouve donc mercredi prochain à la ferme dans le Gers.